Dans l'un des pays les plus riches du monde, des milliers de personnes vivent désormais dans des caravanes délabrées, faute de moyens pour payer leur loyer. Chaque soir, le moteur s'arrête et les foyers s'éteignent. De Seattle à Miami, les villes mettent hors service les derniers refuges des familles qui travaillent. La vérité, cette crise n'est pas une question de sans-abrisme, mais de calcul, de loi et de la fragilité de notre confort. Cette réalité est déjà présente dans votre quartier. Carte postale contre parking. Les images sont idylliques. Coucher de soleil, tasse de café, petite maison sur rouge filant vers la liberté. Mais derrière ces cartes postales, une autre Amérique se cache dans l'ombre. Partout dans le pays, des dizaines de milliers de personnes dorment désormais dans des camping-cars et des fourgonnettes délabrées, car les loyers ont augmenté plus vite que les salaires. Les recensements fédéraux du début de l'année 2024 dénombraient environ 770 000 personnes sans logement stable. Mais les chercheurs admettent que le nombre de personnes vivant dans leur véhicule est bien inférieur à ces chiffres. Elles se gardent derrière les supermarchés, le long des routes industrielles ou à proximité de centres de loisirs qui ferment à minuit. De loin, ces parkings semblent ordonnés. De près, ce sont de paisibles quartiers de survie, des familles dînant à la lueur d'une lampe torche, des personnes âgées faisant fonctionner de petits groupes électrogènes pour leurs appareils à oxygène, des travailleurs réglant leur réveil pour le travail de l'aube. Ce ne sont pas des voyageurs en quête de paysage. Ce sont des citoyens acculés par les réalités du terrain. Lorsque les moteurs s'arrêtent la nuit, le silence est lourd de fatigue, non d'aventure. Au lever du soleil, la plupart des véhicules s'éloignent pour éviter le coup de klaxon synonyme d'amende. Si les parkings de votre ville sont pleins à la nuit tombée, cette histoire vous concerne déjà. Car la question n'est plus de savoir qui choisit la route, mais qui peut encore se permettre de la quitter. Et cette route mène tout droit à un calcul auquel personne n'échappe. L'arithmétique qui brise les gens. Tout commence par un salaire et se termine par une perte. Entre 2023 et 2024, les loyers nationaux ont augmenté plus rapidement que les salaires dans presque tous les États. Le loyer médian d'un appartement d'une chambre absorbe désormais plus d'un tiers du revenu moyen d'un travailleur, et dans de nombreuses villes, la moitié des locataires sont officiellement considérés comme ayant des difficultés à se loger. Les personnes au salaire minimum devraient travailler plus de 80 heures par semaine pour payer un loyer moyen, tandis que le taux de logement vacant est à des niveaux historiquement bas. Autrement dit, l'offre de logement a tellement diminué que même un emploi à temps plein ne garantit plus un toit. Alors, des gens se contentent de logements précaires sur roues, espérant que la mobilité leur donnera un peu de répit. Mais la hausse des prix du carburant, les frais de réparation et les amendes de stationnement annulent toute économie. Le compte n'y est toujours pas. Pour les familles prises au piège de ce calcul, un logement précaire n'est pas un mode de vie. C'est la seule issue avant de se retrouver totalement sans abri. Faites votre propre calcul du rapport loyer-revenu. Votre foyer pourrait-il s'en sortir? Sinon, imaginez ce qui se passera lorsque la prochaine réglementation déclenchera le compte à rebours. Si cette ouverture vous a déjà touché plus que prévu, faites une pause d'un instant. Laissez un « j'aime » et dites-nous dans les commentaires à quoi ressemble le logement là où vous vivez. Le minuteur qui régit la route. Chaque ville a son propre système de limitation du stationnement et le compte à rebours commence dès qu'une voiture se gare. Les arrêtés limitant le stationnement à 72 heures semblent raisonnables sur le papier, mais pour les personnes vivant dans leur véhicule, ils fonctionnent comme des comptes à rebours d'expulsion. Rester plus de 3 jours au même endroit est sanctionné par une contravention. Plusieurs contraventions sont dressées et la fourrière arrive. Les municipalités justifient cette règle par des impératifs de propreté et de circulation. Mais pour les résidents, c'est un véritable calvaire. Parcourir 5 km, remettre le compteur à zéro et recommencer jusqu'à épuisement du carburant ou de l'argent. Des décisions de justice comme l'arrêt Martin C. Boise et la récente décision Grand Space confirment que les villes ne peuvent pas interdire de dormir lorsqu'il n'existe aucun abri, mais elles autorisent néanmoins une réglementation en fonction du lieu et de la durée. Il en résulte une légalité sans stabilité. On peut dormir, mais pas assez longtemps pour se reposer. Une mère travaillant de nuit pourrait retrouver sa maison menacée d'expulsion à son retour pour avoir stationné 10 heures de trop. Le système de limitation du stationnement de votre ville rendrait-il votre maison illégale du jour au lendemain? Car la prochaine limite ne se mesure pas en heures, mais en années. Bloqué par un calendrier. Imaginez arriver dans un parc de camping-car privé, l'argent du loyer en main, et vous voir refuser l'accès parce que votre véhicule a été construit avant 2015. Partout au pays, de nombreux parcs appliquent une règle dite des 10 ans. Si l'année modèle de votre véhicule a plus de 10 ans, l'entrée vous est refusée, aussi propre et en bon état soit-il. Les gérants invoquent des critères esthétiques censés préserver la valeur des propriétés. Mais en réalité, c'est une exclusion fondée sur l'âge. Un camping-car de 20 ans peut avoir des pneus neufs,
des freins non parfaits, état et un intérieur impeccable. Mais un simple coup d'œil au numéro 20 suffit à renvoyer ses occupants à la rue. Cette politique tacite exclut les plus démunis sans jamais les nommer. Les véhicules plus anciens, l'option d'abri la plus abordable, sont relégués sur des emplacements informels et dans des zones dangereuses où les vols et les amendes se multiplient. Pendant ce temps, de nombreux parcs haut de gamme restent à moitié vides, privilégiant l'apparence à l'humain. Renseignez-vous auprès du parc le plus proche. Votre véhicule serait-il admissible? Car lorsque le logement dépend de l'année inscrite sur une plaque de métal, la politique du logement se transforme en voyage dans le temps, et pour des milliers d'Américains, chaque mois de janvier qui passe ferme une porte de plus. Quand pas de nuitée signifie pas de foyer. Dans un parking qui fait office de quartier, les lumières ne s'éteignent jamais vraiment. Pendant des années, voyageurs et familles vivant en voiture comptaient sur les commerces ouverts 24h/24 pour se sentir en sécurité. Éclairage puissant, caméras et la certitude tacite qu'acheter un café leur garantissait une nuit de tranquillité. Ce fragile équilibre est en train de disparaître. Partout aux États-Unis, les villes font pression sur les grandes enseignes, comme Walmart et les supermarchés, pour qu'elles interdisent le stationnement de nuit. Les municipalités invoquent des problèmes d'hygiène et d'image, souvent en réaction aux plaintes concernant les propriétés voisines. Résultat, une profusion de panneaux « Stationnement interdit la nuit » remplace le dernier refuge de ceux qui n'ont nulle part où aller. La politique de Walmart laisse désormais les décisions aux directeurs de magasins, créant un système disparate d'autorisation et de risque. Chaque nuit, les automobilistes jouent avec le feu entre le repos et l'amende. Chaque parking fermé signifie des dizaines de familles déplacées qui doivent se reloger avant l'aube. Où se garer si tous les magasins interdisent le stationnement? Car après le panneau « Stationnement interdit », le repos n'est plus la solution, c'est l'expulsion. L'échelle des citations. Tout commence discrètement. Un bout de papier sous le pare-brise, une petite amende pour dépassement de la durée de stationnement autorisée. Pour la plupart des conducteurs, c'est un désagrément. Pour les personnes vivant dans leur véhicule, c'est le premier avertissement d'une chaîne qui peut mener à la perte totale. Dans de nombreuses villes, 3 contraventions en un mois entraînent la mise en fourrière, conformément au code local. Une fois enlevé, un véhicule aménagé, RV, subit le même sort qu'une voiture abandonnée. Frais de fourrière, frais de garde et pénalités pouvant atteindre des centaines de dollars. Selon l'article 46.55 du Code révisé de l'État de Washington, les sociétés de remorquage peuvent vendre aux enchères les véhicules non réclamés après 15 jours. Pour une personne dont le véhicule aménagé est à la fois son domicile et son bien, cette vente anéantit tout. Les chercheurs appellent cela le cycle de la pauvreté et du remorquage, un cercle vicieux bureaucratique qui transforme la dette en expulsion. Même lorsque les résidents paient une amende, de nouvelles arrivent car ils se déplacent d'un pâté de maison à l'autre pour éviter les délais. L'engrenage ne s'arrête jamais. Il ne fait que monter vers la saisie. Si une amende pouvait vous faire perdre votre maison, vous sentiriez-vous en sécurité? Chaleur, moisissure et générateur de minuit. Lorsque le moteur s'arrête, la température prend le dessus. En été, les combles étanches se transforment en fournaise, la température intérieure atteignant 54 degrés Celsius en quelques minutes. Sans ventilation ni climatisation, les occupants sont exposés à la déshydratation et au stress thermique, pouvant entraîner une défaillance d'organes. En hiver, la faible isolation emprisonne la condensation, favorisant le développement de moisissures qui libèrent des spores responsables de maladies respiratoires. Des rallonges électriques passent par des fenêtres entr'ouvertes pour alimenter des prises de fortune ou des générateurs qui rejettent du monoxyde de carbone dans l'air nocturne. Les pompiers du pays signalent une augmentation du nombre d'incendies de véhicules dus à des câblages défectueux et à des chauffages improvisés. Il n'y a ni inspection, ni normes de logement, ni propriétaire à contacter. Les dangers qui justifieraient la fermeture d'un appartement restent invisibles sur les parkings jusqu'à ce qu'un malaise survienne ou qu'un véhicule prenne feu. Les autorités sanitaires reconnaissent le danger, mais n'ont aucune compétence sans adresse. Votre famille pourrait-elle survivre à une nuit dans cette fournaise? Car connaître les solutions et refuser d'agir n'est plus de l'ignorance, c'est de la négligence, une pratique qui se répète dans chaque ville qui détourne le regard. La preuve que la solution existe. Aux abords de San Diego, un simple parking prouve que l'ordre et la dignité peuvent coexister. Il fait partie d'un programme de stationnement sécurisé, offrant des places sécurisées aux personnes vivant dans leur véhicule, avec sanitaire, douche, service postal et accompagnement social sur place. Les participants s'enregistrent chaque soir, se reposent en toute tranquillité et se réunissent chaque semaine pour récupérer leurs papiers d'identité, trouver un emploi et faire une demande d'aide au logement. Les résultats sont remarquables.
plus des 2 tiers accèdent à un logement stable en 6 mois, tandis que les hôpitaux et les commissariats des environs enregistrent une baisse des appels d'urgence. Des programmes similaires à Santa Barbara et Seattle présentent les mêmes caractéristiques, coûts réduits, taux de réussite plus élevés et quartiers plus propres. Ces projets ne nécessitent aucune nouvelle technologie, seulement une autorisation et une volonté politique. Les villes dépensent déjà davantage pour le remorquage, la police et les soins d'urgence que pour la gestion de ces parkings sécurisés. La preuve en est visible chaque soir sous les néons. Si un seul parking peut changer des vies, pourquoi votre ville n'en possède-t-elle toujours aucun? Parce que derrière chaque voiture garée, il y a quelqu'un qui attend un endroit où se reposer, l'ouvrier qui ne peut pas rentrer chez lui. Avant l'aube, Kevin quitte une impasse industrielle au volant de son camping-car de 12 ans pour rejoindre le quai de chargement, où il travaille à temps plein. Il pointe à 7 heures, décharge des marchandises pendant 10 heures, puis fait le tour de la ville à la recherche d'un nouvel emplacement avant que la limite de 72 heures ne soit repoussée. Kevin gagne 21 $ de l'heure, de quoi payer l'essence et les courses, jamais un loyer supérieur à 1 500 $ par mois. Quand on lui demande pourquoi il reste, il hausse les épaules. Le coût de la vie est le même partout, et partir signifierait perdre le salaire qui fait tourner le moteur. Les économistes du travail affirment que des milliers de personnes vivent aujourd'hui dans ce cycle infernal, oscillant entre bas salaire et logement précaire. La mobilité n'est pas synonyme de liberté, c'est une obligation. Ils approvisionnent les magasins, nettoient les hôpitaux, puis dorment derrière des entrepôts qui jettent ce qu'ils ne peuvent plus se permettre. Kevin compte les kilomètres au lieu de se reposer, troquant l'épuisement contre un emploi. Son travail temporaire s'est prolongé pendant 3 ans. Jusqu'où seriez-vous prêt à rouler chaque nuit pour garder votre emploi? Car même avec un travail, un détail négligé peut vous anéantir. L'adresse qui ne compte pas. Essayez de remplir un formulaire de candidature. La première ligne demande votre adresse et vous n'en avez pas. Ce simple champ vide devient un obstacle insurmontable. Sans domicile fixe, les personnes vivant dans leur véhicule ne peuvent ni renouveler leur permis de conduire, ni ouvrir un compte bancaire, ni percevoir leur salaire. Les formulaires fédéraux pour les soins de santé, le chômage ou l'aide au logement exigent tous une preuve de résidence. Certains organismes acceptent les boîtes postales, d'autres les refusent, les jugeant documents insuffisants. En pratique, le système exclut toute personne qui déménage trop souvent. En Californie, les travailleurs sociaux signalent que près de la moitié de leurs clients perdent leurs prestations sociales parce qu'un courrier leur a été retourné. Les programmes de stationnement sécurisés pallient discrètement ce problème en fournissant des adresses postales légales et des gestionnaires de cas pour s'occuper des formulaires. En 30 jours, la plupart des participants retrouvent une identité, ce qui leur permet d'accéder au travail et aux soins de santé. Cette solution est peu coûteuse, mais reste rare. La bureaucratie masque l'exclusion sous un voile de paperasserie. Pourriez-vous postuler à un emploi sans code postal? Car dans ce système, l'invisibilité n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une conception administrative délibérée. Si des reportages comme ceux-ci vous ouvrent les yeux sur la réalité américaine, abonnez-vous. Nous dévoilons les systèmes, les lois et les vies qui se cachent derrière les statistiques, pour que vous ne soyez jamais pris au dépourvu lorsque la prochaine crise frappera votre quartier. Femmes en alerte. À minuit, le monde extérieur à une RVE garée change d'ambiance. Pneus sur le gravier, voix trop proche, mains qui testent les poignées de portière, la bande-son de la peur. Les femmes vivant seules dans leur véhicule gardent du spray au poivre autour du cou, des cales sous les portières et dorment habillées pour pouvoir démarrer en un clin d'œil. Ce ne sont pas des exagérations, mais des rituels quotidiens partagés dans des groupes en ligne comme Nomad Sisters et Drive Awake. Des études menées dans des centres de santé communautaires révèlent des taux d'agression plusieurs fois supérieurs à ceux des refuges. Les fines parois métalliques n'empêchent ni le bruit ni les agressions. Nombre d'entre elles se garent dans des zones industrielles bruyantes où les moteurs des camions dissimulent leur présence. Appeler la police était risqué. Un simple signalement peut entraîner une amende ou la mise en fourrière du véhicule. Quelques villes testent actuellement des parkings réservés aux femmes, avec personnel et éclairage. Mais les places disparaissent aussitôt. Anxiété chronique, épuisement et hypertension sont les symptômes d'un stress post-traumatique. Dormiriez-vous avec vos clés à la main chaque nuit? Car la peur ne disparaît pas. Elle guette le moment où votre véhicule vous lâche, quand la plateforme tombe en panne. Il arrive un moment où tout s'arrête. Un moteur tousse, une courroie casse, la batterie est à plat. Et le foyer, qui offrait autrefois une sécurité précaire, n'est plus qu'une coquille vide. Les garages facturent des milliers d'euros pour les pièces détachées de véhicules de plus de 20 ans, des prix inaccessibles à quiconque vit au jour le jour. Lorsqu'un véhicule s'immobilise,
les inspecteurs le déclarent abandonné et affichent un préavis de 72 heures pour le quitter. Ensuite, la dépanneuse arrive, suivie des frais de gardiennage journaliers, jusqu'à la vente aux enchères du véhicule à la ferraille. Tout ce qu'il contenait, papier, vêtements, photos, disparaît avec lui. Les travailleurs sociaux appellent cela le point de non-retour. La pauvreté instantanée se transforme en sans-abrisme. Contrairement à une expulsion, il n'y a ni audience ni appel, seulement une panne mécanique prise pour de la négligence. Pour Kevin et des milliers d'autres comme lui, un alternateur défectueux peut anéantir toute stabilité du jour au lendemain. Le filet de sécurité n'est pas rompu, il n'a jamais été aussi loin. Que se passe-t-il lorsque votre dernier espoir repose sur des roues? Car après la panne, la crise ne s'arrête pas. Elle vous accompagne, la tendance que tout le monde a manqué. Les signes avant-coureurs étaient pourtant bien visibles, mais rares étaient ceux qui pensaient que nous en étions responsables. De 2019 à 2024, le nombre de sans-abri aux États-Unis a augmenté de plus de 20%, malgré des financements fédéraux atteignant des niveaux records. Ce changement ne se limitait pas à la hausse des loyers, il a engendré une nouvelle forme de sans-abrisme. Les personnes vivant dans leur véhicule constituent désormais le groupe dont la croissance est la plus rapide dans les villes, de Phoenix à Portland. Et pourtant, beaucoup ne sont jamais recensés. L'enquête fédérale ponctuelle ne comptabilise que les personnes visibles lors d'une nuit de janvier, omettant celles qui sont stationnées discrètement ou qui se déplacent entre des parkings privés. Les associations estiment que pour chaque ménage vivant dans un véhicule recensé, 2 restent invisibles. Cet angle mort maintient les statistiques faussement calmes alors que les parkings sont saturés. Les analystes parlent de sous-représentation statistique, mais c'est plus simple, on ne peut résoudre un problème qu'on ne mesure pas. Des communautés autrefois considérées comme à l'abri recensent désormais des regroupements de personnes sans domicile fixe près des usines et des berges des rivières. Votre région est-elle déjà sur cette courbe? Car chaque absence de recensement retarde une action que le pays ne peut plus se permettre d'attendre. 3 réparations en 6 mois. Si le problème semble insurmontable, c'est parce que la plupart des villes privilégient le logement permanent avant de s'attaquer au problème. Pourtant, 3 mesures concrètes pourraient changer la donne en 6 mois. Premièrement, les parcs de stationnement gérés, des parkings sécurisés et surveillés, avec sanitaires et accès aux services sociaux, coûtent moins cher par personne que les centres d'hébergement et relogent les personnes 2 fois plus vite à San Diego. Deuxièmement, une réforme des frais et des procédures d'enlèvement. Les villes peuvent retarder la mise en fourrière des véhicules occupés grâce à des dérogations pour difficultés financières ou des plans de paiement. Santa Rosa, en Californie, a testé cette solution en 2023, réduisant de 70% le nombre d'enlèvements de véhicules occupés. Troisièmement, remplacer les interdictions de stationnement de 10 ans par un système d'inspection qui vérifie les freins, le câblage et l'état sanitaire, plutôt que l'âge du véhicule. Cela renforce la sécurité et augmente le nombre de places de stationnement abordables. Aucune de ces mesures ne nécessite de loi de l'État, juste la volonté de la ville. Chacune d'elles permet de réaliser des économies sur les dépenses publiques par rapport à l'enlèvement, aux services de police et aux urgences. Laquelle de ces mesures votre conseil municipal pourrait-il adopter cette année? Car lorsque les solutions sont si proches, les ignorer devient une politique délibérée et non un accident. Harmoniser le droit et la vie. Certaines villes commencent à revoir des règles qui n'ont jamais eu de sens. Au lieu de criminaliser la présence des sans-abri, elles la gèrent de manière ciblée. Seattle et Denver ont expérimenté des arrêtés suspendant le contrôle du stationnement à durée limitée dans des zones sécurisées où les résidents de véhicules peuvent rester 30 jours sans craindre l'enlèvement. Ces zones collaborent avec des associations pour assurer l'assainissement, la sécurité et l'accompagnement social, troquant ainsi les déplacements constants contre la stabilité. Les premiers résultats montrent une réduction des coûts de contrôle et une plus grande fiabilité de la main-d'œuvre. Les personnes qui ne sont plus contraintes de déménager chaque soir peuvent se rendre au travail. Les économistes appellent à cela la Stabiliseringsstelsel, la stabilisation des zones résidentielles, l'une des interventions sur le marché du travail les moins coûteuses. Les employeurs en profitent également discrètement. Un personnel stable réduit le roulement du personnel et l'absentéisme dans le commerce de détail et la logistique. Ce changement de perspective transforme le problème du sans-abrisme, le présentant non plus comme un échec moral, mais comme une défaillance des infrastructures, et chaque amende évitée représente un salaire préservé. Moins d'opérations de contrôle signifierait-elle plus de personnes au travail demain? Si la loi apprend à se stabiliser, peut-être l'économie pourra-t-elle enfin souffler, car le véritable enjeu est de savoir quel type de voisin une ville choisit d'être. Emploi, fierté et le prix du désintérêt. Chaque RVE stationné est un miroir.
Elle reflète non seulement les difficultés économiques, mais aussi le fossé entre les politiques publiques et l'empathie. À l'intérieur, on trouve des mécaniciens, des infirmières, des aides-enseignants, des anciens combattants, des travailleurs qui, autrefois, assuraient la stabilité de tous. Lorsqu'ils disparaissent derrière des vitres teintées, les quartiers perdent à la fois leur main-d'œuvre et leur fierté. Les entreprises peinent à recruter, les écoles voient leurs élèves disparaître en cours d'année scolaire, et les centres-villes se vident pour de mauvaises raisons. Les économistes estiment que le sans-abrisme, lorsqu'il n'est pas géré, coûte plus cher aux villes en services d'urgence que la prévention. Pourtant, la plupart des budgets privilégient encore la répression aux solutions, car elles masquent le problème plus rapidement. Le véritable coût, c'est l'identité civique. Les villes qui se vantaient autrefois de leur accessibilité financière rivalisent désormais de cruauté, pourchassant leurs habitants d'un pâté de maison à l'autre comme si la visibilité était un péché. Or, c'est la visibilité qui amorce le changement. Consulter les règlements municipaux, soutenir les permis de stationnement sécurisés ou exiger des recensements précis peut sembler anodin, mais ces gestes permettent de sortir la crise de l'ombre. Car la seule différence entre la stabilité et la rue pourrait tenir à un salaire manqué, une panne de moteur ou un formulaire non signé. Le test pour l'Amérique n'est pas celui de la pauvreté, mais celui de notre capacité à rester solidaires, même lorsque les lumières du parking s'éteignent. Ce n'est pas seulement l'histoire de Hervis, c'est le reflet de la proximité qui règne aujourd'hui entre confort et précarité. Restez curieux, restez compatissants et faites entendre votre voix, car le silence alimente le déclin, tandis que la prise de conscience est le premier pas vers la reconstruction de la dignité et d'un abri.